Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. On parle rarement d'eux alors qu'ils méritent tout autant notre attention. Comment mieux encadrer les bons élèves, ceux pour qui l'école est facile et dont le cas est rarement évoqué en conseil de classe. On en parle dans un instant avec nos invités. Apprendre de nouvelles langues avec une application ludique et gratuite, voilà ce que propose Kioz. Othman Nasrou viendra nous en parler en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, on leur a demandé ce qui les agace de manière générale. Vous allez voir, c'est étonnant. Mais avant cela, on retrouve Mickaël Dos Santos pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors on commence aujourd'hui avec l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont voté contre les repas à 1 € dans les Crous. Oui, pour une seule petite voix d'écart, les étudiants à l'université ne pourront pas manger dans les restaurants universitaires pour 1 € comme le font déjà leurs petits camarades boursiers. Les députés de la France insoumise et du Rassemblement national y étaient favorables. Les élus Renaissance et ceux de la majorité non. Pour la plupart d'entre eux, la mesure est injuste et démagogique du fait qu'elle bénéficierait à tous, y compris les étudiants les plus aisés, sans parler bien sûr du coût, 90 millions d'euros, selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Le gouvernement reporte la généralisation du SNU par crainte de voir la jeunesse se mobiliser contre la réforme des retraites. Oui, il faudra patienter jusqu'au mois de mars prochain pour voir le service national universel se généraliser. Il était initialement prévu pour janvier. L'exécutif le sait, les collégiens et les lycéens sont majoritairement opposés à l'idée de passer une journée dans une caserne avec un uniforme pour faire du sport ou encore recevoir des cours de citoyenneté. Autant donc ne pas mettre de l'huile sur le feu à l'heure de la mobilisation contre la réforme des retraites. Pour le moment, la situation est assez calme dans les établissements, mais un élu Renaissance l'admet à nos collègues de France Info que la jeunesse bloque, c'est notre hantise. Le ministre de l'Éducation nationale nous en parle sans arrêt. La venue de l'association SOS Méditerranée dans un lycée fait polémique. Oui, la semaine dernière, au lycée Dupuis de l'Aume à Lorient, le cours de géopolitique d'élèves de première est remplacé par la venue de SOS Méditerranée. Jusqu'ici, rien d'anormal. Cette association qui sauve des migrants en pleine mer est agréée par l'éducation nationale. L'intervention débute donc tout à fait normalement, mais très vite, des élèves d'une association de droite, la Cocarde Lycée, vont dénoncer sur Twitter un discours pro-immigration, des vidéos de propagande, l'interdiction aussi émise par les professeurs de poser des questions perturbantes ou encore une présentation en écriture inclusive, pourtant interdite par l'éducation nationale. L'association SOS Méditerranée se défend, elle considère avoir évoqué le droit maritime, ne pas avoir évoqué de la politique. De son côté, l'établissement, lui, a décidé de porter plainte contre la Cocarde Lycée pour diffamation. On termine avec les initiatives originales des parents d'élèves pour éviter la fermeture des classes. Pour trouver des élèves, les parents de l'école Les Goganes à Notre-Dame d'Alençon, c'est dans le Maine-et-Loire, ont publié une petite annonce pleine d'humour. Alors, je vais vous en lire quelques passages puisque l'annonce est assez longue. Tu as minimum 3 ans et tu as tiré un trait définitif sur le pot. Tu as 10 ans, même si tu parais en avoir 15, alors nos super enseignants n'attendent que toi, ou encore l'équipe périscolaire bienveillante fera semblant de regarder ailleurs quand tu ne voudras pas manger l'abominable pêche au thon. Alors j'ai découvert ce qu'était la pêche au thon, c'est une poire avec du thon dessus, autrement dit ça n'a pas l'air très appétissant. En tout cas voilà des annonces assez amusantes, et puis ils disent également, voilà, tu voudras reprendre 2 fois de la crème anglaise au dessert, et bien on fermera les yeux à la cantine. Donc voilà, petite annonce assez amusante sur un site que l'on connaît tous, qui commence par le et qui termine par quoi. Voilà. Mauvais. Voilà, sans la citer, bien évidemment. Dans une autre école à Chancé, près de Tours, les élèves manquants ont déjà été remplacés. Oui, parce des élèves des élèves, effectivement, puisque là, on parle des élèves que l'on recrute via une petite annonce. Et bien là, on a Bernard, Lucien ou encore Ginette. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, c'est des moutons. 6 moutons au total qui permettent d'atteindre le nombre requis d'élèves pour maintenir cette fameuse classe supplémentaire qui est menacée de fermeture à la rentrée. Le message est très clair. Arrêtez de compter les enfants comme des moutons, disent les parents d'élèves. Sans cela,
en tout cas les élèves de primaire vont se retrouver dans des classes à triple niveau et parfois avec plus de 25 élèves par classe. Merci Mickaël. Je fais juste un petit signe parce que c'est votre dernier JT. Oui, c'est mon dernier JT. Vous restez avec moi quand même. Ah oui, c'est pas le moment des pour adieux. cette émission. Ouais, c'est pas le moment, mais enfin quand même. C'est un dernier jusqu'au JT. bout avec vous, Vous aurez remarqué que ce JT était formidable. Voilà. Alors, donc place à l'actualité, une autre actualité, puisqu'on essaie de trouver des solutions pour pouvoir aider les élèves à mieux réussir à l'école. Mais quid de ceux justement qui réussissent? Et oui, on en parle peu de cela, et pourtant il faut s'intéresser aussi à eux, aux bons élèves. On va voir ensemble qu'ils subissent une grosse pression. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur mon plateau Maxime Scotty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'éducation physique et sportive, EPS. Et face à vous, Patrice Hubert, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes psychiatre, vous vous occupez principalement des adolescents et des jeunes adultes. Vous avez écrit un bouquin dont on a parlé aussi ici qui s'appelle « Comment l'école éloigne de ses enfants ». Pardon ? S'éloigne. Comment l'école s'éloigne. Et oui, parce que c'est... Évidemment, c'est toute la différence. Comment l'école s'éloigne de ses enfants, aux éditions Nathan. Alors, on va parler aujourd'hui des bons élèves, car on en parle peu des bons élèves. Et effectivement, vous nous avez dit, Maxime Scotty, en préparant l'émission, mais ce serait peut-être bien de s'y intéresser aussi, car on parle toujours des mauvais. Et peut-être qu'il faudrait focaliser aussi sur les bons, parce que c'est pas si évident pour eux. C'est vrai qu'en fait, y a qu'à regarder le fonctionnement d'un établissement scolaire. Au moment des conseils de classe, les bons élèves, en fait, c'est les cas sur lesquels on s'attarde le moins, parce que finalement, c'est des élèves pour qui tout fonctionne bien. Alors, c'est sûr qu'un élève qui a des difficultés, en fait, c'est chiffrable, en fait. Les notes sont mauvaises, il s'investit très peu. Alors que, donc lui, en fait, il se résigne. Donc, en fait, lui, on arrive à résoudre, à capter son problème. Par contre, le bon élève, c'est l'élève qui répond aux exigences et qui, finalement, fait pas de vagues. Et un élève qui fait pas de vagues, finalement, pour le système, c'est un élève pour qui tout va bien. Et quand on regarde au quotidien et qu'on s'intéresse un peu à ces élèves-là, on se rend compte que la pression que subissent ces élèves-là est quand même très très importante parce que c'est une remise en danger systématique en fait de leur statut de bon élève. Donc oui, à un moment donné, il va falloir s'intéresser à ces bons élèves parce que c'est des élèves pour qui l'école n'est pas forcément aussi facile que ce qu'on croit. Alors Patrice Hubert s'est intéressé justement aux bons élèves puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle « Faut-il plaindre les bons élèves ?» édition Hachette Littérature. Est-ce que vous partagez l'avis de Maxime Scotty ? Oui, si on met devant le bon élève, si on met trop bon élève, le bon élève qui est habitué aux notes supérieures à la moyenne de manière régulière et qui est un bon élève, non, je ne partagerai pas. Mais ceux qui sont trop bons élèves, c'est-à-dire qui sont toujours la tête à peine hors de l'eau, à un moment donné risquent de s'épuiser, en particulier quand les années scolaires se succèdent les unes aux autres et qu'ils arrivent à un moment où la sélection est beaucoup plus rude. Et alors que ceux qui ont la tête largement hors de l'eau vont pouvoir, avec les réserves de force qu'ils ont encore, pouvoir s'accrocher. Et il y en a pour lesquels c'est vraiment un combat de tous les jours. Et là, ceux-là sont en danger, oui. Alors quand on aurait tendance à dire, en fait, ils sont scolaires, tant mieux pour eux, ça marche, ils font bien leurs devoirs, ils s'appliquent, ils ont des bonnes notes, c'est une mauvaise réflexion ? Ça dépend beaucoup pour qui ils travaillent. Est-ce qu'ils travaillent par plaisir, plaisir de découvrir, d'apprendre, etc. Ou est-ce qu'ils travaillent pour autrui? On travaille toujours un peu pour autrui. Ses parents, en général, quand on est petit, puis quand on grandit de moins en moins, mais quand même, ça compte énormément. Donc si c'est uniquement pour satisfaire, par exemple, le narcissisme ou la bonne image que les parents ont d'eux-mêmes en tant que parents, là, c'est pas forcément le moteur le meilleur à un certain âge. Si c'est par rapport à des projets, des ambitions, des souhaits de vie ultérieure que le travail est mis en place ainsi, là, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi ce titre ? Faut-il plaindre les bons élèves ? C'était parce que je me suis intéressé, et je continue de m'intéresser en les recevant, à des trop bons élèves qui sont, par exemple, en classe préparatoire aux grandes écoles, etc., et ceux qui sont en souffrance dans ces situations-là parce qu'ils sont à la limite de leur force et qu'ils ne savent même plus pour qui et pourquoi ils travaillent. C'est devenu quelque chose d'automatique dans le quoi ils s'épuisent sans qu'il y ait de raison. Et ce sont des élèves qui vont être à la recherche toujours de performances supérieures sur le plan scolaire, mais sans savoir pourquoi. Et ça va faire la différence avec ceux qui vont travailler beaucoup, mais avec un projet derrière, et qui savent pourquoi ils déploient ces efforts. Alors justement, ce projet derrière, il y a ceux qui effectivement travaillent, on le dit, pour les parents, pour les bonnes notes, aussi pour peut-être avoir une bonne image au sein des copains, et puis il y a ceux qui savent aussi que ça va leur permettre peut-être de construire
une carrière, entre guillemets, en tout cas un début de carrière, un projet de vie pour ensuite faire les études qu'ils veulent et le métier qu'ils veulent. Maxime, est-ce que tu as votre avis sur la question des élèves que vous rencontrez aussi tous les jours? Les élèves, de toute façon, on travaille avec eux l'orientation et c'est vrai que, alors moi je suis avec des collégiens, donc il y en a qui sont plus matures que d'autres et sont plus à même de se positionner sur leur avenir. Là où je vais juste me mettre un peu en discussion avec ce que vous avez dit, c'est que même le bon élève, pour qui il n'est pas à bout de souffle, pour qui il a suffisamment de ressources pour avancer, c'est un élève, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui finalement, de par le système d'évaluation qui est mis en place au collège, au lycée, même par la suite, c'est un élève qui prend chaque évaluation comme une sanction qui est possible. C'est un élève qui, pour qui chaque évaluation est une remise en question de son statut parce qu'il prend le risque finalement de montrer qu'il peut échouer alors que finalement l'échec doit faire partie des apprentissages, mais c'est une culture qu'ils n'ont pas, c'est une culture qu'ils n'acceptent pas. Et donc, mais ils n'ont pas, excusez-moi, ils n'acceptent pas parce que le professeur ne les a pas amenés dans cette culture-là, parce que les parents ne l'amènent pas, parce que la société, pourquoi? On est dans un système qui, et notamment scolaire, qui a du mal à mettre l'échec, peut-être pas au centre, mais comme partie intégrante des apprentissages. C'est un processus finalement d'apprentissage. Et c'est des élèves qui ont construit cette culture du bon élève, justement. Et quand ils arrivent, le jour où ils échouent, c'est des élèves qui s'effondrent complètement. C'est des élèves qui ne comprennent pas. Et pour eux, à chaque fois, et chaque remise de bulletin, et chaque remise, c'est tout le temps un stress parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils valent. Et c'est leur valeur, en fait, qu'on leur renvoie. Et un échec, parce que le système d'évaluation, il est actuellement, comme il est mis en place, n'est pas là pour évaluer leurs compétences à l'instant T, il est là pour faire la moyenne, finalement, des échéances qu'ils ont vécues. Donc par exemple, si, je sais pas, on va prendre par rapport aux notes, si un élève a eu 18, ensuite il a eu 12, mais à la fin il a fini par avoir 18, il aura la moyenne de ces 3 notes-là. Alors qu'il a fait la preuve qu'il valait 18. Donc cet élève-là, alors qu'il sait qu'il vaut 18, il sait que le 12 qu'il aura pris et qu'il aura reçu va venir empiéter sur la valeur qu'il a de lui-même. Et donc, c'est des bons élèves où le système est difficile, mais on a du mal à les comprendre parce que ces élèves-là qui ont un haut niveau d'exigence pour eux, c'est un haut niveau d'exigence que leurs camarades, que parfois même les enseignants ont du mal à capter, ont du mal à comprendre parce que finalement, ils sont bons élèves. Ils n'ont pas de raison de se plaindre d'avoir eu 16, c'est une bonne note, mais non, eux, ils visent 18. Et donc, c'est compliqué. Et on est dans un système qui privilégie beaucoup le repérage du négatif. Tout à fait. Et que ce soit sur le plan scolaire ou que ce soit sur le plan sanitaire. Vous allez voir un médecin parce que vous souffrez de quelque chose et on va vous demander de quoi vous souffrez. La médecine chinoise va faire exactement l'inverse. Ils vont commencer par vous demander quelle est votre bonne santé. Dites-moi ce qui va bien chez vous. Et après, on va parler de ce qui va mal. Eh bien, au niveau scolaire, c'est la même chose. On ne privilégie pas du tout ce qui va bien. C'est considéré comme normal, acquis, etc. Est-ce que ça fait pas partie de la culture française et qui est une culture anciennement catholique, en fait? Pardon, je mets le pied dedans, mais... Si. Et moi, j'ai vu des jeunes qui étaient en collège ou en lycée et qui me racontaient qu'ils avaient fait un effort formidable. Ils étaient passés de 12 à 13,5 lors du contrôle suivant et que leurs parents, quand ils avaient montré fièrement leur bulletin, avaient dit « Ah bon, seulement ?» Voilà. Donc, alors que vraiment pour eux c'était héroïque, quoi. Alors que s'ils avaient eu un point de moins, là par contre ils n'étaient pas ratés. Oui, en plus c'est très fréquent, effectivement. Moi je le vois partout autour de moi et c'est toujours comme ça. Effectivement, on ne juge pas les progrès, mais on juge finalement la note telle qu'elle est. Donc c'est le système de notation finalement qui est à revoir ou pas? On est sur une évaluation en fait du déficit par rapport à la norme. Un élève je reprends votre exemple, mais en allant vraiment sur l'élève qui a 2, qui a l'habitude, qui s'est construit autour de ce 2 sur 20, et du jour au lendemain, il a 4 sur 20. Donc comme vous disiez, il est passé, il a augmenté, donc il a progressé. Il a doublé. Donc, pour moi, il a joué son rôle d'élève. On est à l'école pour apprendre, on n'est pas à l'école pour savoir qu'on sait déjà. On est là pour apprendre, il est passé de 2 à 4. Mais dans les esprits collectifs, il est passé finalement de -8 par rapport à la moyenne à -6 par rapport à la moyenne. Donc on est toujours dans cette logique de déficit par rapport à la norme, par rapport à ce 10 sur 20, et on a du mal à sortir de ça. Alors là, je peins un tableau du système scolaire qui est complètement négatif, mais on tend vraiment à vouloir le changer, mais la culture collective est quelque chose qui est compliqué à faire bouger. Il y a des obstacles épistémologiques, il y a des obstacles, il y a énormément d'obstacles que les enseignants, que les parents, que toutes les personnes qui gravitent autour des élèves, parce que c'est une culture qu'ils ont incorporée eux-mêmes. Ils répètent ce qu'ils ont connu. Exactement. Ils répètent ce qu'ils ont connu. Moi, ça m'est arrivé pour des bons élèves qui avaient, je sais pas, les 14, 15 habituellement,
qui avaient le sentiment que leurs parents ne s'intéressaient plus du tout à leurs études, du moment qu'ils apportaient régulièrement ces notes-là. J'ai dit, essayez d'avoir un 0 en maths. Mais c'est un constat, effectivement, qu'on a très régulièrement des parents qui nous disent non, mais ça marche très bien, effectivement, moi je ne regarde même plus parce que comme il a des bons bulletins. Et donc c'est aussi une façon de dire, et c'est peut-être que aussi les élèves que vous rencontrez, Maxime Scotty, et que vous recevez à Patrice Huer, qui viennent chez vous en disant en fait j'ai l'impression de plus intéresser mes parents, de plus vraiment être à la hauteur. Bon bah voilà, je fais ce qu'il y a à faire et je ne suis plus concernée. Oui, dans cela, moi je leur conseille d'avoir un 0 en maths une fois, pour réveiller un petit peu l'environnement familial et scolaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout à coup, on s'intéresse de nouveau à eux. Mais est-ce qu'ils seraient capables de se dire qu'ils vont avoir un 0 de maths? Quand on a 18 en maths, par exemple. C'est très difficile. Comment faire pour échouer? C'est beaucoup plus difficile d'avoir un 0 en maths. Il faut être accompagné pour échouer. Parce qu'il faut aussi sentir que l'enseignant qui est en face de nous en fait, accepte cet échec-là et que finalement, cet échec-là, au regard du profil de l'élève, va servir à construire cet élève-là. Alors moi, les élèves qui ont une mauvaise note, mais tant mieux, tu es humain, enfin tu es un élève et tu donnes toute la raison de ma présence à l'école. Si c'est juste pour t'encadrer face à un savoir que tu as déjà, je ne sers à rien. Montre-moi justement que tu as des manques et moi je te permettrai justement de combler ces manques-là. Mais est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, parce que je vous rejoins complètement évidemment, mais ça me paraît un petit peu démago dans le sens où je n'ai jamais vu un professeur dire à un élève, mais c'est très bien d'échouer, bravo, moi t'inquiète pas, tu ne sais pas tout et je vais t'apprendre, etc. En fait, non, c'est rarement comme ça, c'est nul. Démago, j'ai aucun souci là-dessus. Non, mais c'est pas ça, mais la réalité, moi je vous demande du terrain. Moi, j'en ai pas rencontré des comme ça, moi non plus dans ma carrière scolaire. Des comment? De ceux que je cite qui disaient c'est bien, bravo, on voilà, a t'aider. je n'en connais pas, on est d'accord. À part vous, cher Maxime. Sauf qu'après, on arrive à des élèves qui ont construit cette culture, ce sentiment d'incompétence. Donc là, on va prendre les élèves au sens large. Si on ne leur apprend pas à échouer, finalement, l'échec est quelque chose d'anormal. Et c'est les premiers élèves qui vont venir vers nous, enseignants, en disant « de toute façon, monsieur, laissez-moi tranquille, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de le faire. » Et donc, c'est ces élèves-là... C'est deux choses différentes. Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas capable. Parce qu'un enfant qui ne sait pas parce qu'il n'a pas travaillé et un enfant qui n'est pas capable, qui ne se sent pas capable même s'il travaille... Mais la parole que lui renvoie, c'est « je ne sais pas ». Et donc, c'est vraiment cette croyance qu'il a de lui et dans son incapacité à pouvoir progresser parce qu'on l'a construit ça. Parce que tous les échecs qu'il a rencontrés, tous les échecs répétés, ont construit chez lui ce sentiment de résignation et ce sentiment de « je ne peux pas faire ». Donc oui, je suis certainement démago, mais il faut aussi faire à un moment la part des choses entre l'évaluation qu'on rencontre à l'institution, parce qu'à un moment, il faut évaluer le niveau de nos élèves pour savoir où ils se situent, parce que sinon, on ne sait pas où se situe le niveau moyen des élèves français. Mais il y a l'évaluation qui est plus formative et qui est l'évaluation qu'on renvoie aux élèves. Et un élève qui progresse et qui passe de 2 à 4, pour moi, c'est un élève qui a évolué de la même manière et qui a progressé de la même manière que l'élève qui passe de 16 à 18. Il faut donc éduquer les parents peut-être aussi à cela. Ça, il y a un gros travail. Mais parce qu'ils sont évidemment en position d'anciens élèves, les parents. Et il y a une réactivation de tout leur passé scolaire quand ils sont face à leurs enfants. Qu'ils le veuillent ou non, même s'ils ont beaucoup réfléchi et pris de la distance, il n'empêche que face aux bulletins scolaires et aux appréciations des professeurs, c'est de nouveau eux, les anciens élèves, qui réagissent. Donc ça, non. Mais je trouve que par rapport à ce que vous disiez avant, au fond, tu ne réussis pas, tu ne comprends pas, etc. Ça m'intéresse en tant qu'enseignant, j'imagine. C'est ça qui doit être intéressant. C'est ce que tu ne sais pas, c'est pas ce que tu sais. Ce que tu sais, on s'en fout un peu. Voilà, c'est bien ça, on met ça de côté. Donc les parents répètent bien souvent leur propre histoire scolaire avec leurs enfants. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de jeunes que je reçois qui finalement, à travers ce moyen qui est leur scolarité à eux, réactivent et font émerger ce que leurs parents ont pu vivre à ce moment-là. Parce qu'il y a le discours parental qui dit moi, quand je travaillais, c'était quand même autre chose, etc. Tu devrais faire des efforts comme moi je faisais, etc. etc. Jusqu'au jour où l'enfant s'aperçoit que ses parents n'étaient pas si parfaits que ça comme élèves. C'est pas plus mal, non? C'est très bien, mais pourquoi les parents le cacheraient? Ceux qui avaient des bulletins pas forcément terribles et qui se racontent une histoire reconstituée de bons élèves alors qu'ils ne l'étaient pas forcément. Ceux qui ont redoublé et qui ont dit qu'ils avaient, y compris à leur femme ou à leur mari par la suite, qu'ils avaient eu un parcours scolaire sans aucune difficulté et que leur enfant est en train de redoubler justement, ça aide drôlement l'enfant de savoir qu'il est bien le fils de son père ou de sa mère en redoublant. En tout cas, qu'il est humain. Alors,
au système de notation, est-ce qu'il faut évaluer les bons élèves et ceux qui ont le plus de mal de la même manière? C'est une vraie question. Est-ce qu'en fait, il faut remettre en question le système de notation, Maxime Scotty? Alors oui, le système de notation, en tout cas comme il est fait avec ce système de notes, et même les compétences actuellement comme elles sont mises en place, oui, parce qu'on est toujours, comme je disais, sur une évaluation par rapport à une norme. Et on sait que cette norme-là, avec la culture scolaire telle qu'elle est présente, telle qu'elle s'est construite, c'est une culture scolaire qui va favoriser les élites, qui va favoriser l'élite sociale. Et donc on se retrouve de génération en génération à avoir une vraie reproduction sociale des inégalités, avec les enfants bien nés, finalement, ont les mêmes parcours scolaires que leurs parents, et pareil pour les autres enfants. Et donc on se retrouve avec systématiquement les mêmes élèves qui ont les notes qui sont au-dessus de la norme, parce que eux, c'est une culture qui correspond à leur quotidien, une culture qu'ils ont incorporée. La culture scolaire, c'est ce qui correspond à leur culture familiale. Il y en a d'autres plus éloignés de la culture scolaire qui, eux, sont plus en difficulté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de culture, ça veut juste dire qu'ils sont moins, ils ont une culture qui correspond moins à la culture scolaire. Donc, à partir du moment où on évalue tous les élèves de la même manière par rapport à une norme qui est la norme, mais de la culture élitiste, on emmène la plupart des élèves dans le mur, et on le voit, la reproduction sociale, c'est toujours les mêmes élèves qui sont en difficulté, et on n'arrive pas à les faire sortir, à faire émerger leur talent. Parce que tous les élèves ont un talent, tous les élèves ont des qualités, et on n'arrive pas à faire émerger les qualités de ces élèves-là. Et donc on se retrouve toujours avec les mêmes, avec ces élèves qui sont très scolaires, qui ont compris tous les rouages de l'école, qui fonctionnent très bien, et les mêmes autres qui vont avoir une scolarité qui est assez courte, une professionnalisation rapide, et qui se seront construits en tant qu'adultes comme mais à l'école on m'a appris que je savais rien faire, alors que tous les élèves ont des qualités et on n'arrive pas à les pousser au plus haut possible. Donc on en revient finalement à parler de collège unique. En fait, est-ce que mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité est une bonne chose? Mais c'est pas que la question des notes là dont on parlait, ça va être aussi la manière dont on enseigne et dont on transmet les connaissances. On reprend l'exemple de l'apprentissage des mathématiques qui va buter un certain nombre d'élèves qui vont renoncer en s'estimant incapables alors qu'ils ont exactement les mêmes compétences que leurs voisins, simplement parce que la manière dont on leur donne l'accès à cet apprentissage-là est inadaptée. Mais il faut parler de pédagogie, clairement. Est-ce que c'est une question de formation des profs aussi dans ces cas-là? Bien sûr, pour pas qu'ils ne fassent que répéter ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Comme les enfants maltraités deviennent parfois des parents maltraitants. Donc là, il y a vraiment quelque chose à transformer dans notre manière d'apprendre. Il y a d'autres pays au monde qui s'y prennent autrement pour arriver au même résultat, mais par des voies qui vont rendre ces apprentissages accessibles à tous. Là. Parce qu'on passe par des supports concrets, parce qu'on passe par des supports imagés, parce qu'on passe par des médiations nouvelles, médiation numérique entre autres, etc. etc. Alors évidemment, on sait qu'il y a une grosse pénurie d'enseignants, beaucoup de problèmes que rencontrent les enseignants aujourd'hui, et évidemment, j'allais dire non seulement, mais évidemment aussi la lassitude par manque de reconnaissance, le salaire, etc. Enfin tout ce qu'on sait de ce que vivent les enseignants aujourd'hui. Est-ce qu'en plus leur dire, on voit bien qu'il y a un problème de notation, en tout cas de système de notation qui ne fonctionne pas, qui n'est pas plus égalitaire pour tous. Certains bons élèves se retrouvent tirés vers le bas alors qu'ils ne devraient pas, d'autres ne sont pas pris en compte, ceux qui sont en difficulté n'arrivent pas à suivre pour les autres. Remettre tout ça Est-ce que finalement le gouvernement, l'État, le ministère fait en sorte, l'éducation nationale de manière générale, fait en sorte que ça puisse bouger? Est-ce qu'on a une capacité de transformer ça aujourd'hui, alors qu'on est en train de se dire, est-ce qu'on aura peut-être un prof devant la classe l'année prochaine? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre la définition du bon élève? Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève? Est-ce que c'est un élève qui a des bonnes notes, ou est-ce que c'est un élève qui déploie une curiosité, un intérêt pour apprendre grâce à la manière dont on l'enseigne, qui va du coup avoir éventuellement des bonnes notes, mais surtout qui a du plaisir à apprendre et qui sait l'intérêt que ça a pour lui. Et pour Parce que l'image du bon élève, c'est pas ça, c'est quand même celui qui fait les choses bien. C'est les bonnes notes. Et on associe ça aux notes. Ça, c'est vraiment quand même un travers français considérablement problématique. Alors qu'il y en a qui peuvent avoir des notes tout à fait moyennes, mais qui ont du plaisir à apprendre, à découvrir, qui, en dehors de l'école, vont chercher à comprendre aussi les choses par ailleurs, et qui, à l'avenir, vont avoir des compétences et des qualités que les autres n'auront pas forcément, y compris ceux qui avaient des bonnes notes. Maxime Scotty, vous qui êtes en plein dedans, vous êtes donc, je le rappelle, un professeur d'agrégé d'EPS. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait repenser le système de notation, alors même qu'on se pose la question de savoir s'il y a des profs qui vont être là devant chaque classe, alors que même on n'a pas assez d'argent, enfin en tout cas, c'est dit comme ça, pour pouvoir amener par exemple des AESH dans les classes, pour pouvoir aider un maximum et avoir des classes plus resserrées?
Alors, est-ce que le gouvernement fait bien les choses? Je ne me positionnerai pas là-dessus. Par contre, il y a différents niveaux de priorité. Et oui, la priorité, c'est que il n'y a aucun élève qui reste chez lui. Donc, l'école doit être une priorité. Donc, il faut être en mesure de pouvoir accueillir ces élèves-là, de pouvoir les encadrer, de pouvoir enseigner. Après, il y a une deuxième priorité, mais qui passe après, c'est à quel niveau d'enseignant on met en face. Et actuellement, on voit bien que oui, les contractuels qui sont embauchés ne sont pas formés, ils font ce qu'ils peuvent, on les accompagne comme on peut. Le système scolaire est en crise, hein. Là c'est très compliqué même de prétendre avoir les solutions pour ce système scolaire. Non, mais là, c'est même pas ça. C'est pas prétendre avoir des solutions, c'est prétendre pouvoir repenser entièrement le système et même de notation, alors qu'on est dans une phase déjà où c'est justement, pardon. Alors, est-ce que c'est le bon timing? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il va falloir arriver à un moment et se poser la question du rapport au savoir de ces enseignants-là. Il va falloir se poser la question de, oui, est-ce que le fait de rendre le savoir accessible à tous, est-ce que c'est pas plus égalitaire, alors qu'actuellement on est quand même sur une lutte une lutte de classe, hein. On veut pas adapter l'enseignement à tous les élèves, la culture scolaire à tous les élèves, parce que c'est le garant de ces reproductions sociales et ce qui pérennise la position sociale de chaque individu dans la société. Je pense que le timing n'est pas bon pour repenser ça, mais par contre il va falloir, si on veut, une école plus égalitaire. Pour ces bons élèves dont on parle des bons, hein, et ma dernière question sera sur les HPI quand même, parce qu'il faut distinguer l'un de l'autre. Pour les bons élèves, Parcoursup est une véritable source de stress. On a vu les nombreux justement témoignages de ces fameux bons élèves qui n'ont pas été pris dans les filières qu'ils souhaitaient, c'est les filières qu'ils avaient demandées donc, alors qu'ils en avaient des capacités. Ça veut dire qu'à la fois on se dit on est bon, je fais tout pour que ça marche, etc. Enfin a priori, hein, sauf ceux qui sont des génies, mais enfin la plupart travaillent pour pouvoir y arriver. Et en plus, ils ont les capacités, ils devraient, et en même temps, ils se retrouvent confrontés à cette une impossibilité d'accéder à ce qu'ils veulent. Oui, mais ils vont retrouver ça s'ils passent cet obstacle dans les années post-bac. Hein, combien disent moi j'ai bien travaillé en première année post-bac à la fac, puis en deuxième année c'était correct et tout, puis ils réalisent en troisième année pour s'inscrire en maîtrise, en master, que non, c'est la moyenne depuis le début qui n'a pas été assez élevée. On leur a pas donné les règles du jeu avant, et là ils tombent des nues et se retrouvent finalement à la porte de l'université. Ce que vous voulez me dire, Patrice Huard, c'est que c'est l'école de la vie en gros? Non, c'est que on ne donne pas le mode d'emploi ni les codes avant à tout le monde, et donc que c'est pas très étonnant que si on ne connaît pas les règles du jeu avant, on puisse être surpris quand elles s'appliquent. Là, ils les connaissent bien en tout cas pour l'année prochaine, hein, parce que ça a fait vraiment beaucoup de bruit cette histoire de Parcoursup. Parce que malheureusement, on n'est pas nombreux à connaître les règles du jeu, c'est le problème. Et pour transmettre les règles du jeu, je suis pas sûr que la plupart des enseignants les maîtrisent, même je suis quasi sûr que non. Et c'est un problème, et moi le premier. Juste, on parle des HPI, donc au potentiel, hein, on les distingue évidemment des bons élèves. C'est quoi l'ennemi numéro 1 des fameux HPI, Patrice Huard? Est-ce que c'est l'ennui à l'école? L'ennui est évidemment... c'est épouvantable de passer des journées entières à s'ennuyer, hein, et de ne pas avoir suffisamment de sources de stimulation par rapport à ce à quoi on aspire, bien entendu. Les enseignants sont démunis par rapport à ça. Déjà, s'ils le repèrent, c'est pas mal. De pas catégoriser ces élèves qui sont distraits, qui ont l'air de penser à autre chose, etc., comme des mauvais élèves, mais comme des élèves différents qui s'intéressent à beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi ne pas les faire partager aussi un peu ce qui les intéresse avec la communauté scolaire à laquelle ils appartiennent? Donc là, il y a déjà un malentendu. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est forcément intéressé par les cours de maths, de français, d'histoire, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Comment permettre que cette intelligence puisse se déployer et trouver son intérêt pour le sujet concerné? Pas seulement à l'école, et ça on donne pas. On juge beaucoup, on catégorise. Il n'est pas sur le chemin qui était prévu, donc ça ne va pas. Et c'est un marginal, et c'est hors norme. Non, ils sont hors norme au niveau intellectuel, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts qui devraient être soutenus. Alors, et oui, et souvent d'ailleurs, ils se retrouvent en difficulté à l'école. Et c'est là justement où il va falloir à un moment repenser la définition de ce qu'est l'intelligence. Et l'intelligence scolaire n'est pas l'intelligence au sens plus global. Je vous propose qu'on refasse une émission justement sur les HPI, parce que ça c'est un autre point. Là on a parlé des bons élèves, ceux qui marchent bien et qui a priori dont on parle peu puisqu'il n'y a rien à dire si ce n'est qu'ils sont bons. Ils peuvent souffrir. Et qui peuvent souffrir. Mais là on parle des HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et qu'est-ce que le potentiel? Qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que réellement on est toujours en situation de réussite dans ces cas-là? Ce sera l'objet d'une prochaine émission si vous êtes d'accord. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Maxime Scotty, je rappelle que vous êtes professeur d'éducation physique
donc agrégé d'éducation physique et sportive. Merci à vous, Patrice Huer, d'avoir été avec nous, psychiatre. Vous vous occupez d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Les 2 bouquins, je les rappelle. Comment l'école s'éloigne de ses enfants. Attention, hein. Comment l'école s'éloigne de ses enfants aux éditions Nathan. Et faut-il plaindre les bons élèves, ce qui était l'objet de notre émission, chez Hachette Littérature. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Othman Nasrou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Kyoz. C'est un outil d'apprentissage de langue en ligne, donc sur Internet et via une application. Alors évidemment, l'anglais, la première langue parlée partout dans le monde, l'espagnol, le portugais, le chinois, le français, l'allemand, mais aussi la langue des signes. Qu'est-ce qui vous a motivé à la région à créer justement Kyoz ? Avec la présidente de la région Valérie Pécresse, on est parti d'un constat simple, l'apprentissage des langues, c'est un facteur clé de réussite, c'est un facteur clé d'attractivité pour la région, pour tous ceux qu'on accueille, pour notamment les touristes, pour mieux les accueillir, pour être demain rester la première destination touristique, mais aussi pour des gens qui sont en recherche d'emploi, pour améliorer sa carrière professionnelle, parce que c'est un levier essentiel et de plus en plus demandé par les entreprises. Et donc on a créé cet outil ludique, accessible au plus grand nombre, directement sur son téléphone, mais également sur un site internet, pour apprendre d'une manière vraiment qui soit agréable et plaisante les langues étrangères, celles que vous avez citées, mais aussi le français, pour des gens qui viennent s'installer dans notre région qui ne parlent pas encore le français. Et c'est un outil qui marche bien aujourd'hui. Et la région a l'habitude d'investir elle-même justement dans ce type d'outils afin de valoriser l'apprentissage. J'ai l'impression que la région Île-de-France, c'est pas parce qu'on y est, hein, mais enfin, je la trouve très investie en fait, la région, sur justement l'apprentissage, la formation de nos élèves et de nos futurs citoyens. Oui, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est comme ça qu'on aura demain des emplois pour les franciliens. C'est en investissant beaucoup sur l'éducation, sur la formation, et on n'hésite pas à innover. Il y a aujourd'hui cet outil Kyoz, mais on a passé tous nos lycées avec des matériels numériques que nous avons fournis à chaque lycéen qui entre en seconde. On a essayé vraiment de donner des meilleures conditions d'apprentissage et des outils innovants à nos jeunes et au-delà aussi à tous ceux qui tout au long de la vie peuvent vouloir changer de carrière professionnelle. Et donc aujourd'hui on continue dans ce chemin parce qu'on doit donner les meilleures conditions d'apprentissage et d'évolution professionnelle à tous les franciliens. Vous avez évoqué le mot attractivité, effectivement. Est-ce que c'est aussi un souhait de faire de la région Île-de-France un bassin multilingue aussi afin de faire venir effectivement des startups étrangères, mais aussi en prévision par exemple des JO 2024 ? Oui, d'ailleurs sur les Jeux Olympiques, sur cette application qui s'appelle Kyoz, vous allez avoir des modules dédiés aux Jeux Olympiques. Comment mieux accueillir les touristes, les mots-clés qu'il faut savoir utiliser dans chaque langue, pour qu'on soit aussi tous en Île-de-France dans cette ambiance des Jeux Olympiques et qu'on permette aussi à un certain nombre de professionnels, dans l'hôtellerie ou dans la restauration, d'avoir les bons réflexes à l'occasion de tous les touristes que nous allons accueillir. Et c'est vrai que c'est une belle opportunité pour notre région. Mais globalement, vous l'avez dit, c'est un sujet que nous avons aussi depuis le Brexit, c'est comment attirer davantage d'entreprises en Île-de-France et d'avoir des franciliens qui parlent notamment l'anglais, mais globalement des langues étrangères. C'est un plus, c'est un vrai atout pour eux-mêmes comme pour la région. Oui, parce que en fait, c'est vrai que la diversité, la richesse de la France, c'est aussi ça, c'est notre différence. Et certains ont la chance de pouvoir, comme vous d'ailleurs, Michael. Hein. C'est gentil. Ben c'est vrai, vous maîtrisez plusieurs langues, non ? Oui. Vous parlez combien de langues ? Le français, j'essaye. Le portugais et l'espagnol. Portugais, espagnol. Oui, et vous, Othman, vous parlez de plusieurs langues ou pas ? Oui, l'anglais essentiellement, un petit peu d'espagnol. Je ne peux pas dire que je le maîtrise. Je comprends l'arabe, voilà. Donc, et le français. Voilà. Et le donc français, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai. Et pas encore la langue des signes, qui est sur Kyoz, comme vous l'avez dit. Et là, je pense que c'est sympathique de pouvoir vraiment connaître et pouvoir s'adresser à des malentendants. Je vous remercie de poser cette question parce que justement, j'allais y venir. C'est sur l'inclusion, finalement. C'est ça, c'est l'idée de pouvoir s'adresser à tout le monde. Et c'est aussi cette inclusion, vous parlez de langage des signes, mais c'est aussi un vocabulaire qu'on a peu l'habitude de voir, d'entendre et d'apprendre sur les applications qui sont dédiées à cela, car c'est un vocabulaire aussi dédié au métier. Un vocabulaire professionnel que vous proposez sur Kyoz, non ? Oui, tout à fait. Il y a des modules métiers, là aussi, comme je vous l'ai dit, pour que dans chaque métier, ça peut être le BTP, ça peut être les métiers de la sécurité, on puisse, notamment en anglais, avoir là aussi les mots qui sont propres au jargon du métier, y compris pour pouvoir parler à des gens qui ne parlent pas le français et en ayant les bons mots-clés. Et donc, on a des modules métiers qui existent aussi sur cette application. Et là, on a même un module sur la santé qui vient d'être ajouté en ce début d'année, donc c'est très récent pour que ceux qui veulent travailler ou qui travaillent déjà dans le monde hospitalier par exemple, puissent avoir les fondamentaux en espagnol, en anglais notamment, pour pouvoir évidemment communiquer avec des gens qui ne parlent pas le français. Et globalement, quel est le niveau des franciliens
en anglais et dans les autres langues également, que ce soit au niveau de la restauration ou des autres services qu'on va proposer d'ailleurs aux touristes qui vont venir aux Jeux Olympiques. Bon, j'espère que grâce à Kiosk, il s'améliore ce niveau. Donc, donc ça veut dire que c'est mal parti. Non, mais alors, C'est gratuit, hein. alors, c'est entièrement gratuit. Merci de le préciser. Et ce qui est bien, pour répondre à votre question, c'est que chacun peut s'auto-évaluer. Vous voyez, comme ça, je n'ai pas besoin de répondre de manière globale à votre question. J'imagine que vous avez fait des tests avant pour essayer de voir un peu le niveau, des analyses pour essayer Il de y a voir un peu des le niveau études des très Français. précises qui disent que par rapport à d'autres grandes capitales européennes, c'est pas notre atout majeur. D'accord. Et donc, comme on est aussi dans cette compétition parfois avec des grandes capitales en matière d'attractivité, eh bien, c'est pour ça qu'on a créé cet outil. Et cette auto-évaluation, vraiment, ça prend 15 minutes. Et ça donne une évaluation qui, en plus, peut être reconnue par les entreprises, hein, parce qu'elle est conforme au référentiel européen d'évaluation. Et en 15 minutes, on connaît un peu son niveau de connaissance d'une langue. Et ça, c'est toujours de maîtrise d'une langue. Et on peut ainsi voir l'évolution. Et j'invite tout le monde à faire ce test. Alors justement, il y a l'évaluation, ok. Et après, comment ça se présente, Kiosk? Il y a des exercices, des modules, des vidéos. C'était un peu vague. Expliquez-moi. Oui, alors j'ai dit que c'était ludique, parce que c'est comme ça qu'on a pensé cet outil. Ouais. Donc c'est beaucoup des extraits vidéo, de films, de séries. Donc évidemment avec des exercices aussi de compréhension de la vidéo. C'est extrêmement ludique. Le but c'est d'être dans une approche où on a vraiment envie d'utiliser l'outil et qu'on ne le conçoive pas comme une forme de punition ou un mauvais moment à passer. Voilà. Et donc c'est très ludique, beaucoup d'extraits vidéo, des exercices et cette auto-évaluation en 15 minutes pour savoir si on progresse ou si on ne progresse pas. Et donc notamment l'aspect vidéo, je pense, a trouvé son public, puisqu'aujourd'hui vous avez à peu près 400 000 utilisateurs de cet outil. Donc c'est Ça un outil existait qui a depuis trouvé combien son de temps, public. Kiosk? Depuis fin 2019. Oui, donc effectivement, ça a bien marché, notamment avec le Covid, où beaucoup étaient C'est en vrai, confinement exact. chez eux et ont pu prendre le temps de regarder les vidéos. Vous parlez d'extraits de films, ça veut dire que par exemple, une grande scène, un film culte pour vous, anglais, américain, ou Alors, portugais, ou espagnol d'ailleurs? Là, vous prenez un peu des dans La Ligne Verte, c'est mon film préféré. La ligne verte. Oui, La Ligne Verte. On va le rajouter alors, on va le rajouter. C'est pas Je sais si bien, c'est mais des j'adore ce extraits. film. Voilà. Si on prend, je sais pas moi, un grand Star Wars, ok, ou on prend, je sais pas, Oui, on va Star dire Wars. James Bond, Oui, James voilà, un grand classique. Les Visiteurs, en anglais. Astérix Voilà, oui, le Obélix. problème c'est que ça c'est en français, mais bon, c'est vrai que Oui, pour ceux qui veulent apprendre il y le a eu français, Les mais Visiteurs aux États-Unis. oui, non mais on prend James Bond par exemple, on va voir un extrait de ce film, c'est ça, et on va voir quoi, des mots qui vont apparaître dans la langue finalement que l'on connaît, qui vont nous permettre de repérer la langue que l'on apprend. Comment ça, c'est quoi? Oui, oui, bien sûr. Et donc, ça peut être un sous-titrage pour évidemment faire le lien entre ce qu'on comprend et ce qu'on entend. Et ça peut être des questions sur l'extrait qui a été proposé. Ça peut être aussi des exercices de prononciation, où évidemment on va répéter une phrase, un mot, et ensuite l'application va dire ce qu'il faut corriger. Et ça, c'est vrai que c'est toujours important, cette question de la prononciation. Et donc, il y a une grande variété. Mais là-bas, c'est toujours un extrait vidéo d'un film, d'une série qu'en général on connaît, pour être évidemment dans quelque chose de ludique. Quand on parle d'attractivité, on pense évidemment à emploi. Est-ce que, par hasard, cette application pourra permettre un lien, si je puis dire, avec des emplois possibles, parce qu'on aurait validé une certification dans certaines langues? Alors oui, la certification, cette auto-évaluation dont je vous parlais, ça donne une certification qui est reconnue par les entreprises, qui est tout à fait conforme à un référentiel qui s'appelle le CECRL, le référentiel européen commun des langues, de maîtrise des langues. Et donc, vous avez une certification qui vous donne un niveau et qui peut être un atout pour un recrutement. Et s'agissant des métiers dont on parlait, des modules que nous sommes en train de rajouter, eh bien sûr, c'est quand on arrive devant un recruteur pour lui dire que en matière de sécurité, eh bien qu'on sait aussi communiquer, interagir avec ses collègues ou avec le public en anglais dans le langage professionnel qui va bien, c'est évidemment un atout pour un recrutement. Évidemment. Vous avez également adapté l'application en fonction de l'actualité, puisque vous avez lancé l'apprentissage de l'ukrainien. J'imagine que ça a été nécessaire pour l'accueil des réfugiés que vous avez fait, qui a été important en Ile-de-France. Oui, on a essayé de le faire très rapidement. Donc évidemment, là, c'est le français langue étrangère pour que les Ukrainiens qui viennent s'installer notamment en Ile-de-France ou en France en général. Ah oui, c'est pas l'ukrainien, c'est le français en langue étrangère pour les Ukrainiens. Exactement. D'accord. Mais l'application elle-même existe en ukrainien. Ah voilà, c'est Ils ça. puissent l'utiliser. D'accord. Mais l'objectif, c'est qu'ils Exactement. apprennent le français à partir du moment où, bien sûr, Et ils que les vivent Français ici. puissent aussi échanger avec eux, peut-être. Bien sûr, tout à fait. Mais voilà, donc c'est là où l'aspect français langue étrangère, qui parfois n'a pas toujours été compris, est un énorme plus parce que ça Bien permet sûr. tout de suite d'avoir des populations qui arrivent et de les intégrer au mieux et de leur donner tout de suite les fondamentaux du français pour qu'ils puissent vivre et s'intégrer
chez nous en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui a été très utile, notamment dans la crise ukrainienne. Et vous avez eu un retour de toutes ces familles que vous avez hébergées partout, dans beaucoup de villes et villages d'Île-de-France, et de France d'ailleurs aussi, mais en l'occurrence, vous vous occupez de l'Île-de-France. Est-ce que vous avez eu un retour justement de ces populations, de ces réfugiés ukrainiens, qui ont pu scolariser aussi leurs enfants, pour ces femmes qui étaient là, je dis les femmes puisque beaucoup d'hommes sont restés sur place, et donc pouvoir justement essayer d'avoir une vie, si je puis dire, presque normale, ou en tout cas s'adapter? Le seul retour qu'on a eu, ça a d'abord été d'ailleurs celui des associations, même des structures de l'État, qui étaient effectivement bien contentes et un peu soulagées d'avoir un outil qu'on a pu adapter très rapidement et qui puisse proposer de manière gratuite et ludique l'apprentissage du français. C'est vrai que c'est quelque chose qui était probablement pas aussi facile d'accès dans ce qui existait en matière d'intégration. Et d'ailleurs, se pose la question de généraliser un outil-là pour l'accueil de tous ceux qui peuvent venir s'installer en Île-de-France, quelle que soit leur origine. Et on a une discussion avec l'État sur notre capacité à proposer Kios, puisqu'il est disponible de toute façon à tous ceux qui veulent apprendre le français. À tous les étrangers qui veulent s'installer en Île-de-France. Oui, parce que la maîtrise du français, c'est une condition indispensable pour l'intégration. C'est bien de l'entendre. Moi, j'ai une petite question qui est un peu moins sérieuse, si vous me le permettez, mais est-ce que vous avez envoyé un lien de Kios à Beyoncé? Parce que j'ai vu que récemment, Valérie Pécresse a envoyé un message à Beyoncé. Alors, on imagine que Beyoncé ne parle pas très bien français. Ça pourrait éventuellement permettre à Beyoncé et de Valérie Pécresse d'échanger entre elles. Oui, en plus, comme l'application est gratuite. Et comme l'application est gratuite, c'est un peu hors sujet, mais c'était juste pour savoir si éventuellement, non, vous n'avez pas eu de... J'ai pas le mail direct, mais je pense que son agent qui, moi non plus, évidemment, n'était pas au courant des travaux sur le RERB, lui, pourrait y avoir recours. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas au fait des transports en commun, mais bon, écoutez, c'est pas... J'aime beaucoup ces dernières vannes. Non, c'était comme ça. Othman Nassou, merci mille fois d'avoir été avec nous. C'était très intéressant de discuter avec vous. Vous êêtes vice-président de la région Île-de-France. Et donc, l'application Kios, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, outil d'apprentissage à la fois sur Internet, donc en ligne, et application pour tous les smartphones. Android, iPhone, tout ce qu'il faut. Voilà. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va retrouver, comme chaque vendredi, les enfants à qui on donne la parole. Et cette semaine, on leur a demandé ce qui les agaçait dans la vie de manière générale. J'ai peur. M'agace dans la vie, c'est déjà que les gens regardent tout le temps la montre, tout le temps à regarder le temps, on est omnibulé par ça. Ouais, le matin, quand je me lève du mauvais pied, je suis souvent ronchon. Et puis sinon, l'école, j'aime pas trop l'école en général. Je me plains pas trop d'autre chose à part les devoirs. Non. Et je pense que on est toujours en train de regarder les notes à l'école alors qu'on pourrait avoir d'autres talents qui sont pas exprimés, qu'on pourrait pas exprimer à l'école. Pour certaines personnes, ce serait bien qu'on leur montre, quand ils sont déjà assez jeunes, les métiers qu'ils pourront faire, une autre vision de la vie que toujours parler de l'école. Merci beaucoup à Florian et à Nolan. Et tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, c'est Florent Motte qui répond à ces questions. Si tu le veux bien, on va passer à la dernière partie de l'émission, celle où on parle spécifiquement de l'école. Déjà, quel regard tu portes, toi, sur l'école d'aujourd'hui ? Je ne sais pas à quel point elle a changé par rapport à moi quand j'y étais. Je suis témoin de ce que mon fils vit. Pour l'instant, il est en école maternelle. Mais du coup, il est scolarisé où ? Il est scolarisé à Paris. D'accord. Il est scolarisé à Paris, il va dans une école maternelle que je trouve super innovante. Ils font beaucoup de sorties. Alors ça, c'est la chance d'être à Paris. Ils font beaucoup de sorties. Le métro, c'est facile d'accès. On peut facilement aller voir des musées, aller au cinéma, ce genre de choses. Et j'imagine que ça doit être beaucoup plus difficile, notamment en province, pour faire ce genre de choses. Il y a d'autres activités, ouais. Non, mais sortir, à chaque fois, j'imagine que ça doit être des sorties scolaires en bus. Organiser ça doit être un peu difficile. Nous, on se relaie, donc moi, j'y vais en tant que parent, je les accompagne, je fais la circulation, ce genre de choses, c'est assez sympa. Ah, toi, tu fais les sorties scolaires ? Si je peux, ouais, bien sûr, ouais. Ah, ouais. Et toi, sur le niveau de l'enseignement, de l'égalité, des élèves, des parents ? Moi, j'aimerais bien voir l'école enseigner des choses qui pourraient nous aider dans notre vie future, notamment le fait de savoir gérer notre argent. Tu voudrais qu'on enseigne ça ? Ouais, savoir... Pas dès l'école primaire, quand même. Si, je pense qu'on peut assez facilement enseigner dès l'école primaire des notions, voilà,
Bien sûr, la finance, c'est des choses qu'on apprend bien plus tard, mais je pense que c'est des choses qu'on peut apprendre, mais ou des choses plus terre à terre, notamment. Administratif. Ouais, administratif, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai gros problème avec ça, l'administration. Mais j'ai senti me que fait ça... peur. Il y avait un- C'était vraiment personnel, quoi. Mais non, mais il y a un homme mais là, politique qui a dit ça, qu'il avait la phobie administrative et tout le monde lui est tombé dessus. Moi, je comprends T'as ce qu'il veut l'impression dire. que c'est pareil. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est horrible. Mais non, mais ou par exemple, ce serait bien d'enseigner la cuisine, par exemple, d'enseigner le jardinage et surtout d'enseigner aux enfants à vraiment penser par eux-mêmes. Moi, c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne parce que les regards critiques, par exemple, la philosophie, on me l'a enseigné qu'en première, en terminale. Ouais. J'ai trouvé ça très abstrait. Et je pense que si on commence un petit peu plus tôt à enseigner ça, ça peut aider notamment les esprits à s'ouvrir un peu plus rapidement. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? Et je pense que c'est ça. C'est être plus proche de l'écologie notamment, des vrais enjeux de notre société pour demain, quoi. Est-ce que... Essayer de pas fabriquer des futurs forcément dirigeants, des futurs leaders, mais plutôt des futurs penseurs, des gens qui vont avoir des idées pour nous sauver de nous-mêmes, en fait. Traditionnelle ou futuriste? Tu la vois à l'école? J'aimerais bien l'avoir futuriste. Et en termes de technologie, je sais pas. Parce que ton petit garçon, là, il va vivre et grandir avec les réseaux sociaux, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie? Je pense qu'il y a des vrais dangers avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment très le réguler. En tant que parent, moi, mon enfant n'a pas accès aux réseaux sociaux. Ah oui, il a accès, bien évidemment, parce qu'il est aux écrans, il a accès aux dessins animés, ce genre de choses-là. Les réseaux sociaux, je vais essayer de l'en préserver le plus longtemps possible. Je pense aussi que c'est une chance que grâce à Internet, on a accès à une connaissance presque infinie. Ouais, toi, tu es dessus aussi pour ton métier, donc... Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu l'apparition des téléphones portables, l'apparition de l'Internet. Donc, cet accès à la connaissance complète de l'histoire entière, de la connaissance humaine, alors qu'avant, c'était pas si difficile que ça. Il fallait ouvrir une encyclopédie. Mais maintenant, ça fait partie bien plus de nos habitudes et je trouve que c'est une chance aussi. Est-ce qu'avec Zao, tu compares aussi le système éducatif qu'elle a reçu et celui que toi, tu as reçu, l'éducation? Non? Elle a grandi en Algérie, donc elle, c'est le système éducatif algérien. Ils sont très performants en mathématiques, je crois, là-bas notamment. Ouais. Beaucoup plus que peut-être au Canada. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'ils la question ils étaient très axés sur les sciences, notamment. Ouais. La question qui se poserait, c'est de comparer au système canadien, que j'ai encore un petit peu de mal à cerner. J'ai pas d'exemple. Donc pour l'instant, ton petit garçon, c'est sûr qu'il sera dans le système français. Non, pas sûr. Je pense que par contre, ce qui peut être très bien pour lui, c'est d'avoir de voir les différences. Donc s'il peut aller un moment dans le système canadien et se confronter justement à une autre façon de penser, à une autre façon de voir les choses, à une autre façon d'apprendre, je pense que ça ne peut que lui être bénéfique. Et la musique? Et la musique. Est-ce qu'il faudra l'enseigner davantage à l'école? Est-ce que... Possiblement, je trouve que ça a toujours été une très bonne chose qu'à l'école, on enseigne les arts, la musique, les arts plastiques, le théâtre. Mais tu milites pas pour plus de musique? Si, évidemment, il faudrait que ce soit mieux enseigné. Je me souviens qu'à l'école, moi, c'était très facile pour moi et parce que ça me plaisait énormément. Tous les autres élèves détestaient la flûte à bec, mais je suis sûr qu'on l'enseigne plus de cette façon-là aujourd'hui. Flûte à bec, ouais. Voilà, je pense que ça t'a marqué toi aussi, la flûte à bec. Ouais, j'aime pas trop. Non, mais peut-être écrire, par exemple, notamment le fait d'être auteur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on encourage. Pas tellement, je sais pas. J'ai eu des ateliers d'écriture un peu plus jeunes, mais il faut peut-être l'encourager. Dans ton imagination, dans comment tu vois l'école demain, il y a quelque chose dont tu voulais me parler? J'en parlais avec une amie à moi qui est maman aussi, et dont les enfants sont un petit peu plus grands, ils vont à l'école. Et elle se rend compte que... Ils ont quel âge? La plus grande, elle a 14 ans. Et que l'adolescence est vraiment un moment difficile, c'est un moment où notre corps est bouleversé d'hormones et on n'a pas notamment du tout le même rythme.
notamment les enfants, et c'est vrai, je me souviens de ça, moi jusqu'à tard, j'étais hyper fatigué tous les matins, alors qu'on était plein d'énergie le soir. Et elle émettait l'hypothèse qu'il faudrait peut-être essayer de trouver une école qui puisse commencer plus tard dans la journée, à 14 ou 15 heures, si les enfants peuvent continuer d'aller à l'école jusqu'à 22, 23 heures, voire plus tard, parce que moi, je me souviens me coucher, ne pas réussir à me coucher avant 2, 3, 4 heures du matin quand j'étais ado, et avoir beaucoup de mal à me lever le matin. Et donc à être très peu attentif à l'école parce que trop fatigué. Ça serait un vrai bouleversement. Ah oui, ce serait un vrai bouleversement, surtout pour les professeurs. Parce que ça oui, voudrait dire qu'il faudrait qu'eux travaillent le soir. On prend note, mais... Mais je sais que ça se fait beaucoup au Canada, notamment d'avoir des cours du soir et de travailler le soir à l'université jusqu'à 23h, minuit. C'est la théorie de comment elle s'appelle, ton amie? De Béa. Mais moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Je trouvais que c'était très pertinent. C'est la fin de cette émission. Okay. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Les façons d'enseigner, les façons de concevoir l'apprentissage conditionnent une société. C'est-à-dire que l'école fait société comme la société fait école. Il y a une porosité qui est extrêmement importante. Ouais. C'est ce qui est en jeu en ce moment. Finalement, ce qui trouble beaucoup d'enseignants en ce moment, c'est que le projet finalement sociétal est derrière le projet politique avec un grand P, enfin quelque chose qui n'est pas partisan, et quelque chose qui est assez troublé et qui fait que les enseignants s'y retrouvent moins en ce moment. C'est le langage, oui, les éléments de langage, les valeurs qui sont portées sont troublés dans ce qu'on vit en ce moment. Parce que répondre à la question quelle société voulons-nous, c'est répondre à la question quelle école voulons-nous et réciproquement. C'est le miroir et la matrice. L'école, dites-vous, a moins besoin de réformes que de devoir réassurer une confiance dans les personnels enseignants. Concrètement, qu'est-ce qui permet cette réassurance? Ça se joue comment? Il ne suffit pas de dire aux enseignants, ça tous les ministres le font, hein. Je vous aime, je vous fais confiance. Oui, mais c'est bien de mettre les mots et la réalité en harmonie. C'est-à-dire, c'est très facile. Moi aussi, je suis pour la paix dans le monde, si vous voulez. Donc, je suis pour les mots. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait, voilà. Dis-moi comment tu fais, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche, justement? C'était le souhait d'apprendre vraiment l'anglais, d'être totalement en immersion, ou c'était le côté j'ai envie de découvrir les États-Unis? Moi, c'était vraiment pour améliorer mon anglais et aussi pour voyager en dehors de l'Europe. Quels souvenirs vous gardez justement de votre séjour dans le Nebraska? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas ou que ça a été bien sur tout le long? Racontez-nous. Pas toujours facile de s'occuper des enfants. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Et la distance aussi avec la famille en France, c'est pas toujours facile à gérer. Mais après, il y a aussi des très bons moments avec la famille américaine. Vraiment, je pense que j'ai été dans une famille au top du top, avec qui j'ai toujours des liens, et ça c'est un vrai plus pour moi je considère avoir une deuxième famille aux États-Unis. Ce ton des leaders pop, ok, il est venu grâce à vous Marion. Pop, d'abord parce que la pop culture, elle est partout dans votre ouvrage. On parle de Largo Winch, on parle de Bienvenue à Gattaca, mais pas que. Pop, ça veut dire populaire, ouvert et politique. On peut être populaire sans être démago? Oui, totalement. On peut tout à fait exprimer ses points de vue, défendre ses convictions, que ça ne plaise pas à tout le monde, mais qu'on a le droit d'être d'accord sur nos désaccords. Et je pense qu'un bon leader, c'est celui aussi qui est capable de défendre ses convictions et d'engager derrière lui et derrière ses convictions des gens. C'est pas une question de démagogie, effectivement. Et puis pour effectivement revenir sur le pop art, parce que c'est important, effectivement, j'avais envie d'avoir, parce que souvent les bouquins sur le leadership, c'est des modes d'emploi, c'est des ouvrages assez sérieux. Donc moi, j'avais aussi envie de mettre de la couleur et de la légèreté dans le leadership. Et en fait, tout simplement, j'ai pris mon inspiration du pop art et de la pop culture, parce que quand on regarde le pop art, ces courants artistiques prennent leur inspiration dans la société, notamment la société de consommation. Andy Warhol, avec ses soupes Campbell, finalement, il est allé chercher la démocratisation de la consommation. Le leadership, c'est un peu la même chose. Le pop leader, c'est celui qui s'inspire de la société et qui est vraiment connecté aux tendances sociétales. Je vous emmène au Lava Show.
Lava comme la lave. Spectacle, absolument. Le spectacle de lave, ça existe depuis 2018 en Islande, dans la petite ville de Vik. Et depuis novembre dernier, c'est à Reykjavik, dans la capitale, qu'on peut également voir ce spectacle. Et donc on voit de la vraie lave. Alors, c'est pas exactement comme de la vraie lave, car il n'y a pas de rejet de gaz toxiques. C'est quand même mieux. Oui, parce que pour ce qui est de disait respirer, mais il vaut mieux éviter. Voilà, ça c'est pas dangereux. Ça, c'est des images que vous montrez. Ah, d'accord. Ah oui, ça ressemble. Voilà, non, mais parce que vous allez voir, c'est quand même de la roche volcanique. Je vais vous expliquer. Donc en fait, les visiteurs découvrent comment elle s'écoule dans une sorte de toboggan en acier. Et en fait, il y a tout sinon, à part ce qui est dangereux, mais sinon ça crépite, on sent l'odeur et surtout la chaleur. Et l'animateur qui présente la lave la remue avec une barre de métal pour que le public puisse voir la consistance. Mais donc c'est quoi? C'est du chamallow? En fait, on a pu récupérer du téphra, qui est de la roche volcanique projetée dans l'air lors d'une éruption. Et en Islande, il y a une éruption volcanique tous les 5 ans en moyenne. Donc voilà, on a récupéré de la roche volcanique sous forme solide. Ensuite, directement sur le lieu de ce lava chaud, le téphra est chauffé à 1100 degrés dans un fourneau. 1100 degrés, c'est la température à laquelle cette roche volcanique devient liquide et se transforme donc en lave. Et le spectacle a l'air impressionnant. Enfin, vous avez vu les images. C'est génial, c'est formidable. C'est fou. On vit le truc, quoi. Et pour les enfants, c'est génial parce que les volcans, c'est quand même un grand classique. Quel est l'encadrement, Manon Brevet, justement, pendant cette expérience? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions qui reviennent avec insistance, justement, sur l'encadrement, une fois qu'on est un petit peu voué à soi-même, si je peux dire, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est comme l'expliquait Automne. En fait, nous, on fonctionne avec un partenaire sur place et donc ce partenaire a ce qu'on appelle des coordinateurs qui sont présents dans chaque État et dans chaque ville et région qui va prendre contact régulièrement avec les filles au pair, à la fois pour les rencontrer, mais aussi pour leur permettre de poser des questions et de parler d'éventuelles difficultés. Est-ce que les filles au pair, si vraiment ça se passe mal, elles peuvent arrêter leur mission et voire même changer de famille ? Oui, tout à fait. On ne va pas forcer une fille au pair à rester dans un environnement qui ne lui plaît pas. Donc, bien sûr, des changements de famille peuvent être mis en place dans certains cadres. Tout ça, c'est à discuter évidemment avec notre partenaire sur place. Mais oui, bien sûr, on peut arrêter une expérience ou faire un changement de famille pas sans souci, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des raisons, mais voilà, ça peut se faire. Dans les critères de sélection, je lisais, et effectivement, le rappelait Irina, qu'il faut avoir une certaine expérience avec les enfants. De quelle expérience parle-t-on ? De la garde d'enfants, du babysitting, par exemple avoir été animateur ou des choses comme ça. On va demander en fait 3 lettres de référence de la part de personnes qui ne sont pas des membres de la famille pour ensuite avoir une preuve en fait d'expérience auprès d'enfants. Donc voilà, babysitting, animation ou autre. Ce monde qu'on a envie de changer, de voir évoluer, il faut savoir le faire en se changeant d'abord soi, Pauline. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Ces pas de côté, vous les avez d'abord négociés en changeant vous-même de vie. Oui. Vous étiez notaire, je crois, dans une autre vie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, créatrice de podcast. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense que aussi souvent, ça met pas mal en confiance mes invités de savoir que moi-même, j'ai changé de vie et que je me suis autorisée à complètement repartir à zéro dans un tout autre milieu parce que ça n'a rien à voir. Pour le coup, le podcast et le notariat. Et ça me permet aussi de pouvoir parler finalement, que mon histoire puisse parler à mes invités et qu'ils puissent se reconnaître, qu'on puisse échanger toujours avant de commencer à parler et effectivement de leur changement de vie à eux. Voilà, c'est fini. Je ne devrais pas chanter, c'est affreux, je vais te faire pleurer. Non, je déteste ces adieux en plus. Mais oui, mais il va falloir... De toute façon, il n'y a pas d'adieu. Il va falloir les supporter, ces adieux. Oui. Parce que sachez-le, mesdames et messieurs, c'est fini. Eh oui. Michael Dos Santos s'en va, quitte School. Ne me dites pas que c'est parce que vous en aviez ras-le-bol. Non, alors pas du tout. Non, j'ai passé de super moments avec vous, avec Agathe aussi, avec Emma qui travaille sur l'émission. Non, des super moments. Honnêtement, le thème de l'éducation, je l'ai découvert un peu en venant ici, même si quand on est journaliste, on s'intéresse forcément un peu à tout. Et papa aussi d'ailleurs. Et c'est passionnant. Vraiment, c'est un sujet qui est passionnant. Et au-delà de ça, j'ai été accueilli de manière excellente.
chance. Voilà, j'ai passé de super moments avec vous, vraiment. D'autres projets vous attendent. Ça ne veut pas dire que vous ne viendrez pas sur School, mais voilà. Je peux même peut-être un jour revenir. Vous savez, rien n'est figé dans le marbre. Hein. Sachez que vous pouvez retrouver donc Mickaël Dos Santos sur CNews maintenant, à des horaires variables. Oui, c'est ça, un peu le matin, un peu la nuit, un peu le week-end, un peu en semaine. Voilà. Vous pouvez lui écrire, il vous répondra parce qu'il sera obligé désormais. On a insisté ça depuis 1 an maintenant. Donc en fait, peu importe, CNews ou ailleurs, il vous répondra. Je voulais juste passer un petit coucou à Mani qui réalise l'émission. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois que je pars d'un endroit en télé, il est là. Donc je commence réellement à me poser des questions. Il faut qu'il arrête de réaliser les émissions où je suis. Parce que c'est souvent... voilà, il me porte un peu la poisse. Mais, il ne vous porte pas la poisse. Non. Il me la porte à moi parce que vous partez. Mais vous, c'est que pour du bon. Au contraire, c'est souvent des bonnes nouvelles quand il est là. Donc reste, Mani, reste. Je reviendrai. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec vous, un cher plaisir Mika. Partagé. Et je vous souhaite longue vie sur CNews et ailleurs. De toute façon, c'est un grand journaliste. Et vous savez, donc, je prends encore 5 petites secondes, mais le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est que quand je pars d'ici, je vois que finalement je vais manquer aux gens, et pour moi ça c'est le plus beau cadeau. Voilà. Vous aimez bien ça, hein? Non, vraiment. Non, mais ça veut dire que finalement je faisais le boulot. Voilà. C'est l'essentiel. Et vous le faites bien. Merci aujourd'hui alors à Mani, justement, Mani Pezac qui est à la réalisation. Mani, please, reste en revanche. Toi, tu pars pas. Hein. J'ai besoin de toi. C'est moi qui reviendrai. Merci au son à Saïd Mamou. Merci également à Emma Rajafil Ralambo pour le maquillage. Et puis à nos 2 déesses, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac qui font un boulot formidable chaque jour. Roxane Sarfati aussi à la post-prod. Et toute l'équipe de School TV. Mais des énormes bisous, cher Mika. Des bisous. Et continuez à regarder l'émission, bien sûr. C'est pas parce que je suis là que je ne suis plus là, mais l'émission est excellente. Ça y est, il a pris un melon, ça y est, c'est fini. Non, là. elle est parfaite. Regardez, elle est radieuse, magnifique, brillante. Ciao.